pour reprendre un peu la thématique de ce webinaire, comment Sofinco transforme l'expérience d'aide en ligne de ses clients grâce au self-care. Et pour vous présenter ce webinaire, j'ai du coup l'honneur d'être accompagné de Sofinco. Donc, je vais laisser se présenter Guillaume et Valentin. Bonjour Amine, bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume Kermarek, responsable de stratégie et transformation au sein du financement des particuliers, qui est la direction qui gère la relation client du circuit court, donc de la marque Sofinco. Bien, merci Guillaume. Bonjour à tous, Valentin Leborgne, je suis product manager du site Sofinco, je m'occupe de toute la partie souscription en ligne de crédit Sofinco. Et moi, du coup, Amine Carbou, je suis expert self-care chez Smart Tribune. Alors, en 2-3 mots, Smart Tribune, éditeur de logiciels SaaS spécialisé autour du self-care, donc de l'autonomie des internautes sur les sites internet, les applications mobiles, à l'aide de dispositifs d'aide en ligne qu'on vous présentera au fur et à mesure de ce webinaire. Eh bien, si on peut avancer dans ce webinaire, je vais vous faire un constat rapide dans un premier temps des dernières tendances finalement, des comportements des consommateurs avec le digital. Ensuite, on parlera des opportunités offertes par le self-care. Et puis ensuite, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet en laissant la main à Sofinco pour vous détailler la mise en place des dispositifs self-care qui ont été du coup mis en ligne sur le site Sofinco et puis les résultats qu'on a pu en retirer grâce à ce projet. Et par la suite, comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure puisque enfin on finira et on conclura avec une session de questions-réponses. Alors, pour rapidement introduire ce webinaire, l'objectif est de voir ensemble ce constat qui est assez criant et réel. 72% des consommateurs, des internautes préfèrent résoudre leurs problèmes par eux-mêmes et ce, sans passer par le service client. Donc, c'est une statistique qui est très importante puisque c'est un peu le socle de ce constat self-care et qui permet en fait de prendre conscience que les usages digitaux sont de plus en plus présents chez nous, les consommateurs. On a tous un smartphone à la main, on a tous une tablette à la maison, un ordinateur. Donc l'accessibilité à l'information doit pouvoir suivre le pas sur ces usages. Et donc du coup, l'exigence est de plus en plus forte, ce qui entraîne notamment de l'impatience, puisque aujourd'hui, on a tous ce sentiment, dès lors qu'on appelle un service client, d'être agacé par un temps d'attente trop long. Et bon, on le voit à l'écran, 62% des clients aujourd'hui se disent vraiment agacés par ce temps d'attente, qui est d'ailleurs multiplié par une perception, je dirais, où aujourd'hui, quand on va attendre 6 minutes, on aura l'impression d'attendre 15 minutes parce qu'on arrive déjà avec une question assez anxiogène auprès du service client et forcément, ce temps d'attente va être multiplié, par cette anxiété. Donc, très important d'admettre cela, de le comprendre. Et puis derrière, de comprendre également que les consommateurs évoluent aujourd'hui, puisque, comme je le disais, on attend de plus en plus d'interactions immédiates, d'être autonome, puisque, encore une fois, nous sommes ultra connectés. Et puis, moi, dès lors que j'ai une question à poser, effectivement, je vais sur le site de la marque ou directement sur Google et je tape ma question. Donc, on a en tout cas l'opportunité d'être autonome. Donc, les marques doivent pouvoir répondre à ce besoin et pouvoir justement satisfaire leurs clients pour apporter ces réponses de manière, je dirais, très succincte et très claire. Je parlais de Google, d'applications mobiles, de sites internet. Effectivement, on attend aussi, nous, en tant que clients, en tant que consommateurs, des interactions multicanales. Je vous donne un exemple tout bête. Et puis, je peux vous parler de ma vie personnelle. Je suis en train de rechercher un prêt immobilier. Donc, je me suis renseigné d'abord sur l'application mobile de ma banque. Et puis, j'ai eu besoin d'échanger avec un conseiller. Donc, j'ai besoin de cette expérience, je dirais, digitale, où j'ai besoin d'être en agence également. Et puis, pour prendre ce rendez-vous en agence, j'ai dû téléphoner, mais j'aurais pu le faire aussi en parfaite autonomie depuis mon application mobile. Donc, l'importance, vraiment, c'est de pouvoir s'adapter aux usages de vos clients et de pouvoir justement leur procurer des points d'entrée multicanal. Et enfin, on attend finalement des interactions personnalisées. Quand j'appelle ma banque, par exemple, j'attends qu'elle sache dès l'affichage de mon numéro si je suis client ou pas client, par exemple. Parce que là, du coup, l'échange en sera différent. Et puis, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ces nouvelles interactions qu'il faut mettre en place, dont on doit prendre conscience.
et le self-care peut répondre à ces enjeux. Alors, on a parlé du constat. Aujourd'hui, tout de suite, on va parler des opportunités qu'offre le self-care. Et on a peut-être déjà des questions sur qu'est-ce que le self-care. Je vais y répondre dans quelques secondes. Pour vous donner déjà des exemples, le self-care, ça répond à des demandes de niveau 1. Les demandes de niveau 1, c'est des demandes à faible valeur ajoutée. Donc, on le voit à l'écran. Quand je me pose une question, comment commander un chéquier, quel est le délai de réponse à ma demande de prêt, toutes ces informations, finalement, sont disponibles sur le site internet, mais peut-être pas accessible facilement. On a une architecture sur les sites où on a beaucoup de profondeur, beaucoup de pages, et ça peut être compliqué pour certains consommateurs de retrouver les informations. Donc, l'idée, c'est que le self-care, justement, permet de répondre à ces enjeux d'accessibilité à l'information. Aujourd'hui, vous voyez ici cette définition. Le self-care, qu'est-ce que c'est? Tout simplement pouvoir rendre autonome vos internautes, vos mobinautes, à travers des dispositifs d'aide en ligne quand ils recherchent une information ou quand ils veulent opérer une action. Une action, ça peut être, comme on l'a vu juste avant, commander un chèque. Donc ces actions-là, on va pouvoir les automatiser à travers des dispositifs qu'on vous montrera par la suite. On parle de bénéfices. Donc en termes de bénéfices, le self-care, l'autonomie client permet pas mal de bénéfices. Le premier qui est le plus intuitif, je dirais, c'est la réduction des demandes au service client. Donc effectivement, si j'arrive à capter les internautes, si vous arrivez à capter vos internautes grâce à ces dispositifs d'aide en ligne et que vous pouvez automatiser une partie de ce flux qui arrive au service client, mais qui est des demandes plutôt récurrentes de niveau 1, donc à très faible valeur ajoutée, on va pouvoir justement avoir un impact client sur le flux entrant au service client et donc du coup de le diminuer, ce qui permet au service client de mieux maîtriser ses coûts, et de pouvoir d'ailleurs réallouer du temps économisé chez les conseillers pour le réallouer vers du niveau 2, donc vers des demandes à plus haute valeur ajoutée. On a aussi du coup l'augmentation de la conversion, puisque le self-care peut être présent sur les parcours. L'idée, c'est de pouvoir contextualiser les connaissances. Donc, quand je parle de connaissances, on parle de questions-réponses. Donc, quand je suis dans ma première étape de souscription à un crédit, si je veux signer un crédit, je vais avoir des questions différentes que si, par exemple, j'étais à ma dernière étape ou même dans le e-commerce. Un exemple très simple, je suis sur une fiche produit, notamment dans la mode et l'habillement. Donc, je vais me renseigner sur le guide détail. À l'inverse, les questions que je pourrais me poser dans la dernière étape, c'est plutôt l'étape de paiement. Et là, j'aurais plutôt des questions sur les moyens de paiement, les délais de rétractation, etc. Et le self-care, justement, en poussant la bonne information au bon moment, c'est un peu bateau comme phrase, mais c'est réel, c'est criant. On va pouvoir justement limiter les points de friction et fluidifier le parcours pour accompagner vraiment l'utilisateur jusqu'à l'issue qu'il recherche, à savoir le paiement, l'achat et la conversion pour vous. On a aussi d'autres leviers, alors je ne vais peut-être pas tous les citer, mais l'amélioration de l'expérience client, on en parlait. Aujourd'hui, un internaute veut être autonome, donc il faut pouvoir lui permettre de l'être. Et donc, du coup, le self-care, il répond en anticipant les questions que peuvent se poser les internautes et les mobinautes et en répondant à un besoin que vous n'aviez pas forcément identifié ou sous-estimé en tout cas. Et tout ceci permet d'améliorer son expérience. Mais alors, on parle beaucoup de clients, de prospects. Le self-care, c'est aussi pour les collaborateurs. On est tous face à un quotidien où on est tous les jours inondé de questions-réponses par les collaborateurs, des questions auxquelles vous aviez déjà répondu la veille à un autre collaborateur. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir... le self-care, ça permet aussi de réorganiser la connaissance au sein de l'entreprise, de pouvoir la retrouver à un seul et même endroit, et du coup, de pouvoir libérer du temps justement aux collègues. Donc ça, c'est dans une optique plutôt corporate, en interne. Mais pour les conseillers, c'est aussi très, très important, puisque on le sait, un conseiller aujourd'hui peut avoir plusieurs supports d'information, le PDF, le PowerPoint, le manager, pour reprendre la main. L'objectif, c'est de mettre à l'aise le collaborateur et de faire en sorte qu'il puisse être totalement autonome, je dirais, dans sa recherche d'informations dès lors qu'il est au téléphone avec un client. Donc, on améliore énormément l'expérience collaborateur et d'un point de vue interne, en termes de KPI,
d'indicateurs clés, on va diminuer la durée moyenne de traitement, puisqu'un collaborateur, un conseiller qui est au téléphone va pouvoir justement traiter la demande beaucoup plus rapidement. Et les temps de formation, on sait qu'il y a du turnover au call center souvent. Donc la montée en compétence des nouveaux collaborateurs est un enjeu, c'est un coût pour vous. L'objectif du self-care, c'est de faire en sorte d'améliorer justement ses temps de formation et son onboarding pour qu'il puisse être efficace le plus rapidement possible. Et puis, peut-être le dernier besoin qui n'est pas anodin, c'est la remontée des besoins. Le self-care s'appuie sur des dispositifs d'aide en ligne, comme je le disais, qui, pour la plupart, sont équipés d'un moteur de recherche. Ce moteur de recherche va capter les verbatims, va capter en fait les intentions de vos clients. Et là où vous pensiez avoir anticipé l'ensemble des motifs de contact que vous traitez au quotidien, vous allez pouvoir en apprendre de nouveau, savoir quelles sont finalement les préoccupations. Et on parlait de parcours, d'étapes sur le site. Vous saurez également parfaitement quelles sont les informations que recherchent les préoccupations par étape, donc par étape clé sur vos parcours grâce au self-care. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ce que j'ai pu dire. Nous, on les garde et puis on y répondra par la suite. Peut-être dernier conseil, mais aussi bénéfice. On le voit à travers cette slide. Les marques prônent de plus en plus le multicanal, ce qui est une très bonne chose, puisqu'aujourd'hui, comme je le disais dans mon précédent exemple, quand je m'adresse à ma banque, j'ai besoin d'avoir un support mobile, j'ai besoin de pouvoir l'appeler, j'ai besoin de pouvoir voir mon conseiller. Mais c'est vrai que ça peut créer des parcours assez complexes, puisque si moi je commence par le téléphone, je vais pouvoir bifurquer ensuite vers l'application mobile, vers le formulaire de contact. Et là où j'avais une demande en fait à apporter au service client, ça peut multiplier cette demande par 3 par exemple. Et donc le délai de réponse peut être augmenté, ce qui va ternir mon expérience et qui va, je dirais, même au niveau du service client, ce qui en termes de traitement, ça va être un peu plus compliqué pour eux, puisqu'ils auront 3 fois la même demande. Là où je veux en venir, en fait, c'est que le self-care permet de désengorger ces flux et de pouvoir d'ailleurs rediriger l'internaute vers le bon canal. Le self-care, c'est à la fois de l'automatisation, mais c'est surtout un équilibre entre cette automatisation et l'être humain. Et donc, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que l'autonomie client et ces dispositifs self-care vont être un réel, je dirais, pare-feu, un bouclier qui va empêcher justement le traitement de ces demandes de niveau 1 et pouvoir justement rediriger ensuite, si on a des demandes de niveau 2 à plus haute valeur ajoutée. Un exemple, j'ai un sinistre, on pousse le téléphone. J'ai besoin de prendre un rendez-vous avec mon conseiller, peut-être qu'il y a un formulaire de contact qui est dédié. Et donc, du coup, le self-care est là justement pour maîtriser les flux de redirection vers les canaux plus traditionnels. Ça fait pas mal d'informations. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Et puis, du coup, je vais laisser la main maintenant à Sofinco. On va rentrer dans le vif du sujet. Et ce sera Valentin qui pourra vous présenter la suite du webinaire. Merci Amine. Alors, moi, je vais vous présenter la partie vraiment de comment on a implémenté, déjà pourquoi on a choisi la solution Prince1 et comment on l'a implémenté sur le site Sofinco. Donc déjà, les objectifs qu'on avait derrière en fait, la mise en place de cette solution, c'était déjà, on avait une problématique, Amine en a bien parlé, on a plein de canaux de contact différents. On avait un objectif tout d'abord de réduire les volumes de contact nécessitant des ressources humaines parce qu'on avait beaucoup d'actes de ce qu'Amine a appelé niveau 1, c'est-à-dire des actes avec faible valeur ajoutée, comment suivre ma demande de crédit, comment me connecter à mon espace client, où les clients me contactaient vraiment par téléphone alors qu'ils pouvaient trouver l'information en toute autonomie sur le site. On avait aussi besoin de rendre l'information beaucoup plus accessible en fait, en beaucoup moins de clics. Je vais vous présenter comment c'était avant qu'on utilise la solution Smart Tribune, mais le visiteur avait vraiment du mal à trouver l'information et passer beaucoup de temps sur notre site pour au final finir frustré et contacter un conseiller pour avoir l'information. Et on avait une dernière problématique, c'est que nous, sur Sofinco, on a un espace client, donc une partie connectée, et un site public, donc là où on présente nos offres et où on vend nos crédits. Et on avait une FAQ sur chacun de ces sites qui, pour une bonne partie, étaient des questions et des réponses communes. Et en fait, comme c'était 2 sites, c'était 2 équipes qui géraient le contenu, et donc les réponses qu'on apportait n'étaient pas les mêmes. Et puis, il pouvait y avoir des problèmes de mise à jour entre les données du site public et les données de l'espace client. Donc tout ça, tous ces objectifs qu'on avait derrière, l'impact c'était quoi concrètement pour le client? Donc on avait besoin de le rendre autonome, qu'il soit davantage autonome sur la gestion de ses actes.
Améliorer la conversion, vous allez voir, on a implémenté une solution qui s'appelle la Smart Push dans nos parcours qui permet aux clients de trouver la réponse à ces questions, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur nos sites. Et on avait aussi un objectif de SEO, comment on peut rendre accessible sans passer par notre site les réponses aux questions que peut se poser le client sur les produits Sofinco. Je vous fais un rapide historique de ce qui s'est passé sur le site Sofinco. Donc le site, il faut savoir qu'on l'a refondu en 2019. On a changé complètement le socle technique. Mais pour la partie FAQ, on a gardé ce qui existait avant, une FAQ très basique. Là, pourquoi je vous ai mis la timeline, c'est pour vous expliquer comment on a fonctionné. Donc, il y a plusieurs briques sur la solution Smart Tribune. On a commencé à identifier la solution fin 2020. Et très rapidement, en moins de 6 mois, on a mis en place ce qu'on a appelé le lot 1, une FAQ dynamique. Je vais vous présenter après chacun de ces lots en détail. Mais pour vous montrer la succession, on a été vraiment en mode test and learn. On a mis le gros qui est la FAQ, la base de connaissances. Après, on a été ajouté sur d'autres moyens de contact qu'on avait sur le site, le formulaire de contact notamment, cette brique Smart Tribune. Et on a mis après aussi sur nos pages produits directement. Et enfin, dernièrement, là en juillet, on a sorti une fonctionnalité qui permet aux clients d'avoir accès à cette base de connaissances à n'importe quel endroit du parcours. Donc, avant, voilà ce qu'on avait. Comme beaucoup de sites classiques, on avait une page de FAQ qui recensait l'ensemble de nos questions-réponses, sans moteur de recherche. On avait une base de connaissances assez light, parce qu'en fait, on ne savait pas exactement ce que venait chercher le client sur le site. Donc, on avait environ 60 questions. Là, avec la nouvelle base de connaissances, on est à plus du double aujourd'hui. On avait un volume de visite qui était très faible. On avait moins d'1% du trafic cumulé de notre espace client et de Sofinco qui concernait la FAQ. On avait une durée de connexion sur cette partie-là qui était quand même assez longue et un taux de rebond important. Et on avait des visiteurs qui passaient du temps dessus et qui naviguaient sur plusieurs pages avant d'abandonner, en fait, de contacter un conseiller. Donc le constat, c'est qu'on avait des visiteurs qui passaient du temps sur la FAQ sans trouver la réponse à leur question. Donc avec la solution Smart Tribune, ce qu'on a mis en place en juillet l'année dernière, c'est d'abord ce que vous voyez à l'écran et qui s'anime, c'est ce qu'on appelle la FAQ dynamique. Donc c'est une page sur notre site où il y a un moteur de recherche, il y a une arborescence avec des questions-réponses qu'on a classées selon différentes thématiques. Donc l'utilisateur peut soit directement passer par le moteur de recherche pour trouver la réponse à ses questions, soit naviguer des différentes rubriques. Et pour chaque question, on peut illustrer de la manière qu'on veut, en intégrant des images, des vidéos. On y intègre aussi un système de notation à la fin, pour savoir si, au final, la réponse qu'on lui a apportée, est-ce qu'elle lui convient. Si elle lui convient, pas de souci. Par contre, si elle ne lui convient pas, il a la possibilité de nous expliquer pourquoi elle ne convient pas, et surtout de nous contacter. Parce que l'objectif, ce n'est pas qu'il reste frustré en ne trouvant aucun moyen de contact sur notre site, c'est bien que nous, on soit capable d'améliorer cette base de connaissances pour que la prochaine fois qu'il vienne sur le site, il n'ait plus besoin de nous appeler pour trouver la réponse à ses questions. Donc ça Guillaume vous montrera les résultats dans la partie juste après, mais ça a quand même eu un sacré impact chez nous. Vous voyez à la fin, il y a cette escalade de contact personnalisé qui est possible. Aujourd'hui, on ne l'a pas vraiment personnalisé selon tous les motifs, c'est notre prochaine étape. Mais on est capable d'afficher, de choisir si on veut mettre que du mail ou que du téléphone en fonction de la criticité de la demande du client. On a sorti un lot 2. Donc, une fois qu'on avait créé cette base de connaissances, cette FAQ dynamique, on s'est dit, OK, on a d'autres moyens de contact sur le site, d'autres portes d'entrée. Aujourd'hui, un client qui tape contact Sofinco, il arrive sur notre page de contact. Il ne voit pas forcément qu'on a une FAQ. Il ne voit pas forcément qu'on a toute cette base de connaissances. Donc, on va lui rendre visible sur la partie formulaire de contact. Donc, le principe est tout simple. Vous voyez à l'écran, nous, dans notre formulaire de contact, on a un premier champ qui est je sélectionne le motif de contact. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand le client va sélectionner son motif de contact, on va lui afficher automatiquement des suggestions de la FAQ en lien avec son motif de contact. Alors, Guillaume vous montrera ce qui s'est passé derrière, mais ça a eu un fort impact encore une fois chez nous. Et c'est en temps réel, c'est-à-dire que si j'ajoute de nouvelles questions dans ma base de connaissances et qu'elles sont pertinentes par rapport aux deux motifs de contact, elles vont automatiquement remonter sur mon formulaire. Ensuite, on a aussi ajouté, on s'est rendu compte que nos visiteurs, ils arrivaient sur notre site, notamment par nos pages offres. Ils vont taper je veux un crédit auto Sofinco. Ils vont arriver sur notre page offre. Potentiellement, ils sont déjà clients. Ils avaient des questions sur leur offre pour savoir comment ils pouvaient le mettre en pause, comment ils pouvaient suivre leur demande. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi ajouté directement dans nos pages offres un contenu de FAQ, ce qu'on appelle contextualisé. Donc, je suis sur ma page crédit auto, je vais faire remonter automatiquement les questions qui sont en lien avec l'autonomie. Comme ça, je n'ai même pas besoin de passer par la FAQ pour trouver la réponse à mes questions. Et enfin, le dernier lot, Amine en a un peu parlé tout à l'heure dans le cadre de l'autonomie client. On avait une problématique, c'est que nous, on a un funnel de conversion. On ne vend pas des produits type e-commerce, mais on a quand même la souscription d'un crédit, un parcours qui est relativement long. Et ce qui se passe, c'est que si on laisse notre FAQ dans son coin et que le visiteur il est dans son parcours, il a une question, il quitte le parcours pour accéder à la réponse qu'il cherche. Alors, donc on a mis en place la Smart Push. La Smart Push, c'est quoi?
c'est en fait un accès à la FAQ directement sur la page sur laquelle je me trouve. C'est-à-dire que je suis dans mon étape, j'ai une question, je ne comprends pas à quoi correspondent les assurances qu'il me faut proposer. Et donc, je vais pouvoir saisir directement le motif de ma recherche, avoir accès au contenu de ma FAQ sans quitter en fait, mon parcours. Donc, on voit toute la puissance après que nous permet cet outil. Et grâce à ça aussi, on a amélioré, en fait, on a diminué le taux d'abandon qu'on a dans nos parcours. Et il y a toujours le même principe, hein, si le client n'est pas satisfait, ne trouve pas la réponse à ses questions, il nous explique pourquoi et on a l'escalade de contact qui se fait derrière. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. On veut encore aller plus loin parce qu'on se rend compte de la force de la base de connaissances et de ce système de recherche et d'escalade de contact. Donc, on a 2 autres lots qu'on va mettre en place en 2023. Quelque chose tout bête. Comme je vous disais, on a une bonne partie du trafic qui est, quand on est client et qu'on a un problème avec son prêt Sofinco, on va taper je veux contacter Sofinco parce que j'ai un problème avec mon prêt. Il va arriver sur cette page. Aujourd'hui, sur cette page, on n'a pas encore de moteur de recherche. Donc, l'idée, c'est de l'intégrer directement en amont avant qu'il fasse sa demande de contact, pour lui montrer tout ce qu'on a à date. Et le dernier lot qu'on aimerait bien sortir, c'est sur notre site, on n'a pas du tout de moteur de recherche au niveau global. Donc l'idée, ce serait d'intégrer directement dans notre header, dans le haut de notre site, un moteur de recherche qui aille à la fois chercher dans le contenu de nos pages et dans le contenu de la FAQ. Donc toutes ces briques techniques, toutes ces évolutions qu'on a apportées au parcours ont eu un fort impact en fait sur nos taux de contact et sur notre taux de visite sur le site. Et c'est Guillaume qui va vous présenter tout ça. Merci Valentin. Alors effectivement, vous l'avez vu, on s'est pas mal déployé sur ces 12 derniers mois depuis le lancement de la FAQ chez nous. Je vais vous présenter quelques résultats sur les usages, sur la satisfaction client et qui vont démontrer effectivement quelques incidences sur nos flux et la gestion de nos activités. Alors, premier élément, c'est le premier chiffre que vous voyez, c'est la croissance vertigineuse, j'ai envie de dire, de la FAQ depuis son lancement en juillet dernier, enfin en juillet 2021, puisqu'on est passé d'un ratio de 4% de consultation d'FAQ sur le trafic du site à 25%. Alors évidemment, on va revenir un peu dans les détails des causes et aussi, surtout, des conséquences de cette croissance, mais véritablement, on voit que ça n'est pas un outil inerte. Il est pris en main par les clients, il est vraiment exploité comme il se doit. La part entre la consultation sur notre espace client versus notre site public, vitrine, c'est 60% versus 40%. Alors aussi, on peut noter une nuance sur ce qu'on appelle les escalades de contact, qui sont les points de rebond des utilisateurs de la FAQ qui vont potentiellement ne pas trouver leur bonheur dans la FAQ et vont interagir ensuite avec un canal humain. Vous voyez que sur le site vitrine, c'est 1%. C'est un peu plus sur l'espace client. Alors comment expliquer cet écart ? Très vraisemblablement par le fait que sur la population cliente, donc sur l'espace client, on a une variété de problématiques, une largeur de problématiques, avec notamment aussi des points de complexité plus importants que sur le parcours, le funnel qu'évoquait Valentin juste avant. À gauche, vous voyez justement la répartition de ces points de rebond humains. Alors sur le site public, on a 3 canaux qui sont proposés à l'issue de la consultation de la FAQ, où ils se répartissent assez équitablement, vous le voyez, entre des canaux téléphoniques et le formulaire que présentait Valentin. Pour ce qui est de notre espace client, un seul canal est proposé en rebond, c'est le formulaire qui est plus adapté, somme toute, à ces problématiques. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir à droite, ce sont les motifs d'escalade. On voit une forte concentration sur les 2 sites, d'ailleurs, sur 5 thématiques qui recouvrent de 40 à 50% du flux global de consultation de la FAQ. Alors, on peut d'ailleurs un petit peu regarder quelles sont ces thématiques qui font la part majoritaire du flux. On voit que ce sont des thématiques qui ont 2 caractéristiques. D'abord, un fort enjeu pour les clients et une urgence. Véritablement, derrière cet enjeu, cette urgence, on comprend que le client va faire feu de tout bois, si j'ose dire, pour aller chercher la réponse, comme tu disais, Amine, au plus vite, de façon succincte, parce que effectivement son contexte en dépend. Donc je vous laisse constater effectivement les différents thèmes. Donc ce qui est important pour nous, c'est que le suivi de ces motifs d'escalade, c'est un enjeu pour guider nos actions d'optimisation et effectivement faire évoluer nos contenus
ainsi que la proposition des canaux. Alors, un graphique assez, on va dire, limpide. Vous avez en jaune la part de consultation donc, que j'évoquais tout à l'heure par rapport au trafic, donc la part de consultation de la FAQ. Comme je vous le disais, elle a cru de façon très très forte sur ces derniers mois. Et en parallèle, puisque c'est bien l'enjeu présenté par Amine tout à l'heure, c'est effectivement de faire en sorte que la sollicitation des ressources humaines de nos collaborateurs soit mieux adaptée. Et on voit que dès sa mise en place en juillet 2021, la FAQ a eu un impact direct sur la part de recours à ces canaux humains. Et on poursuit, via les évolutions présentées par Valentin, on poursuit cette amélioration permanente de cet ajustement. Et j'y reviendrai tout à l'heure, hein, tu parlais d'équilibre, Amine, j'en parlerai juste avant. Le but n'est pas d'aboutir à zéro, il y a un besoin d'interaction humaine, évidemment. Donc nous développons effectivement cette autonomie des visiteurs tout en adaptant nos solutions au plus grand nombre. Je vais reprendre un exemple que Valentin a présenté qui est le formulaire, alors qu'on peut appeler formulaire finalement intelligent aujourd'hui, pour décomposer notre démarche d'optimisation sur cette fonctionnalité. Précédemment, l'internaute arrivait, il choisissait de nous contacter par email et on va dire il rédigeait sa requête, il nous l'envoyait, sans filtre, sans sollicitation, sans suggestion. On a itérativement intégré d'abord la première étape, vous voyez, une préqualification, ce qui n'était pas présent antérieurement, ce qui nous permet finalement de savoir beaucoup mieux à qui on a affaire et quel est son environnement de besoin. Ensuite, quand le client se déclare, enfin l'internaute pardon, se déclare comme client, on vient lui faire une première suggestion que vous avez en étape 2, qui est celle de se connecter à son espace client dans lequel il trouvera une grande richesse d'informations et peut-être même de transactions au regard de sa demande. Si l'internaute qui a quand même demandé à nous écrire perdure dans cette intention-là, on va lui proposer effectivement l'écriture d'une requête. Et pour autant, avant de l'envoyer, on a, comme tu le présentais tout à l'heure, Valentin, cette insertion dynamique de la FAQ comme une seconde suggestion de démarche autonome. Voilà. Pour autant, évidemment, la contrainte s'arrête. Enfin, ce n'est pas une contrainte, ce sont justement des suggestions et libre au client, effectivement, de nous écrire. Et vous voyez sur le graphique que ces suggestions successives ont amélioré nettement ce qu'on appelle le taux de soumission depuis le formulaire, à savoir les visiteurs qui vont in fine vraiment nous envoyer cette requête. Je vais passer la main à Valentin sur le sujet du SEO, qui est aussi un levier majeur de la FAQ. Guillaume l'a présenté juste avant, on a eu une forte croissance du trafic en fait, liée sur la partie FAQ. En fait, comment on a eu cette forte croissance de trafic? Déjà, nos pages de FAQ, on avait vraiment une seule page statique et on avait des pages qui n'étaient pas du tout optimisées. Là, la solution, en fait, on a une base de connaissances dans laquelle on renseigne nos questions-réponses et elle fait le travail pour nous, elle optimise bien le contenu de la FAQ. Ce qui fait qu'on se retrouve on a aussi étoffé notre FAQ, on n'en a pas parlé, mais toutes les fois où le client nous a dit la réponse, elle ne me convient pas, ou alors il a fait une recherche pour laquelle on n'avait pas une réponse, on a étoffé notre FAQ, donc ce qui fait qu'on a, je vous dis, par rapport à l'ancien site, on a plus que doublé le nombre de questions-réponses qu'on a de présent. Donc tous ces travaux ont fait qu'en fait, on a aujourd'hui un trafic de la FAQ qui provient à 56% du référencement naturel. Le référencement naturel, c'est quoi? Quand vous faites une recherche sur Google, c'est dans les premiers résultats qui apparaissent, ceux qui ne sont pas marqués comme des annonces, donc c'est un levier gratuit, c'est juste le fait d'avoir un contenu bien visible pour Google qui fait qu'on remonte au début. Donc on a une croissance assez folle en fait sur le trafic SEO. On a fait x12. Pour autant, on l'a vu avec les chiffres de Guillaume, on n'a pas augmenté la part de contact. Donc c'est pas un impact négatif d'avoir plus de trafic SEO. Et on a même pu apporter à nos clients directement la réponse à leurs questions sans qu'ils atteignent notre site. C'est ce qu'on appelle la position 0. Vous l'avez à gauche sur votre écran. Le client a tapé comment retrouver mon identifiant Sofinco. On lui indique directement le contenu, comment retrouver son identifiant. Il n'a même pas besoin de passer par notre site et notre FAQ. Donc en fait, le levier d'activité sur le SEO est quand même assez fort. Ça nous permet vraiment de réduire le volume de nos moyens de contact et ça nous permet aussi d'accompagner nos clients par l'usage aussi d'autres technologies. La recherche vocale notamment marche bien quand on est positionné en position 0. Donc c'est un vrai enjeu de SEO sur l'expérience utilisateur. Je te laisse la main. Merci Valentin. Effectivement, ça ouvre le champ d'une perspective de parcours client bien en amont.
et c'est majeur dans notre compréhension de l'expérience client. On a parlé quanti, parlons un peu quali tout de même, il y a des chiffres pour autant. La satisfaction client qui est un enjeu majeur de cette stratégie. La satisfaction client, d'abord, elle est dépendante d'un travail de fond. J'aurais insisté 2 minutes là-dessus. Pour avoir une FAQ qui performe, ça n'est pas qu'une question de visibilité, une question de positionnement dans le parcours et d'interaction, c'est du contenu, de la richesse. Il faut être là sur les problématiques des clients, les comprendre et du coup les qualifier, je parle de rédaction et de contenu, au plus près de leurs attentes. Nous avons donc du coup un travail quotidien, une organisation quotidienne autour de cette production de contenu. Et vous voyez que, tu le montrais Valentin, il y a un feedback à l'issue de la consultation. Ce feedback, on en utilise les retours dans leur contenu. Vous voyez qu'en début d'année, nous avons eu un boost assez important avec un travail accéléré, on va dire, sur le contenu de FAQ. Il a porté ses fruits. Et c'est intéressant de le voir. Alors, c'est un travail au quotidien, mais je vous le dis, on a eu un travail plus densifié en début d'année. Et on en voit de suite les résultats, puisque vous voyez que la part des clients insatisfaits de leur consultation de la FAQ s'est réduite de façon drastique sur les 2 sites, de moins 30 à moins 40%. Donc tout ça pour effectivement confirmer que c'est un travail permanent d'ajustement des contenus et qu'il porte ses fruits. Alors en guise de conclusion de cette page, avant évidemment un temps de débat et d'échange, nos perspectives du coup pour l'avenir. Alors, plusieurs points. D'abord, c'est de développer la mise en avant de la solution. Tu l'as dit, Valentin, on a des choses dans les tuyaux et on va faire en sorte de s'y tenir puisque les fruits sont partagés là et on a tout intérêt à prolonger. Renforcer notre organisation pour optimiser toujours davantage son contenu. Je viens d'en parler. Pour ce faire, il faut un pilotage très fin et c'est vrai que là, la solution Smart Tribune nous apporte des moyens pour bien comprendre les flux, leur nature et la satisfaction des clients. Mais c'est un pilotage de tous les instants. De la même façon qu'il faut réagir vite. Le but n'est pas de constater et de mettre à jour 3 ou 6 mois plus tard. Et donc, c'est une boucle vertueuse qui se doit d'être réactive. Et ça, c'est un vrai sujet d'organisation sur lequel nous œuvrons actuellement. Troisième point, c'est d'affiner l'équilibre. Tu l'évoquais, le physital. On est dans cette logique d'équilibre à trouver entre des solutions autonomes et un recours au contact. Ça n'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. D'ailleurs, nous recherchons, nous, une posture qui est du digital humain et de l'humain digital. Et on est véritablement avec ce genre d'outils dans cette posture à trouver, qui est un travail permanent pour ne pas contraindre le client au digital et ne pas le contraindre non plus à un contact humain. Donc c'est un travail collectif, donc vous voyez entre guillemets du guidage, mais sans forçage. Et en dernier point, c'est l'amélioration de la contextualisation de l'offre de solutions. Aujourd'hui, on a une approche encore un petit peu monolithique. L'idée, c'est d'aller toujours plus fin dans les parcours clients, en comprenant à qui on a affaire, qui vient chercher une information, et d'ajuster notre solution au regard de ce micro-contexte. Voilà. Mais également, bien sûr, de tenir compte d'une offre dynamique de ressources au niveau des fameuses escalades de contacts. Voilà pour ce qui est des axes qu'on s'est donnés pour les prochains mois, les prochaines années, et tout ça pour effectivement accroître le pouvoir et l'autonomie de nos visiteurs sans contrainte, afin, tu le disais Amine, de libérer aussi de l'espace, du temps pour nos équipes sur ces fameux actes à plus forte valeur ajoutée. Voilà, je te repasse la main Amine. Allez. Eh bien, j'espère que, en tout cas, tout ce contenu a été intéressant pour vous et riche d'informations, assez riche d'ailleurs pour dégager des questions auxquelles on pourrait répondre si vous nous en avez posé. Donc, c'est le moment de nous poser vos questions. Donc, on va attendre peut-être le signal et de savoir un peu si vous avez pu nous les poser. Effectivement, elles sont là. Nos équipes les ont sélectionnées. N'hésitez pas, si certaines d'entre elles ne se retrouvent pas sur l'écran, vous pourrez revenir vers nous. On sera un plaisir d'y répondre. Alors, je vais lire peut-être la première question. Avez-vous associé certains de vos clients à ces réflexions et réalisations?
Alors, c'est une question qui porte chez... Ouais, c'est plutôt chez Sofinco. Ouais. Je vais y répondre. On n'a pas directement impliqué les clients dans la phase de conception de la base de connaissances. Par contre, on a différentes études qui sont menées tous les ans sur notre panel de clients, de prospects, de clients concurrents. Et en fait, on s'est inspiré de leurs retours et de leurs questions pour construire aussi notre arborescence de FAQ. Donc ça nous a guidés aussi dans... vous disiez, on parlait d'une FAQ qui n'était pas faite pour les clients, en fait, qui était juste faite pour avoir une FAQ sur le site. Donc là, on a vraiment construit ça sur les retours clients qu'on avait, en plus de tous les retours qu'on avait de nos conseillers en interne, parce que c'est quand même eux qui sont aussi en premier en contact avec nos clients. Donc c'est un travail commun qu'on a fait avec nos conseillers et les différentes études qu'on a chaque année. Oui, sur les autres canaux, pour nourrir ce nouveau canal qui s'est inséré, effectivement. Et d'ailleurs, pour la petite aparté, Smart Tribune également s'associe à ses propres clients pour bonifier et améliorer les solutions. Donc, je dirais que ça va aussi dans les deux sens. Quelles ont été les plus grandes étapes préalables au lancement de votre FAQ dynamique? J'ai envie de dire, c'est le nerf de la guerre de la FAQ, c'est ce contenu, c'est la structuration d'une première version avec cette évolution permanente, comme je le disais, qui doit perdurer dans le temps. Mais effectivement, enclencher la dynamique de définition des contenus, de sélection des contenus, de formatage pour pouvoir faire on un jour, ça a été effectivement la plus grande étape. Et c'est un vrai travail collectif de toutes les compétences qui contribuent au retour client. Parce qu'au final, on avait le contenu. Le problème, c'était d'être sûr de bien sélectionner, de ne pas noyer dès le début, d'avoir trop de questions-réponses. C'était bien d'être sûr qu'on réponde à la majorité des questions des clients. On sait qu'on va étoffer la FAQ au fur et à mesure, mais l'idée, c'était vraiment qu'on ait une base assez conséquente pour pas que le client dise bah ouais, c'est chouette, ils ont un nouvel outil, un moteur de recherche, mais au final, j'ai aucun contenu derrière. Il fallait vraiment qu'on soit sûr du contenu qu'on allait mettre en place sur le site. Donc c'est là où on a passé le plus de temps. Après, la partie implémentation, la partie design, au final, c'est pas ce qui prend le plus de temps à mettre en place. C'est plutôt l'organisation chez nous. Et est-ce que votre dispositif self-care existe aussi sur mobile? Bah oui, tout à fait. La solution Smart Tribune est responsive, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aux devices mobiles, aux appareils mobiles, aux tablettes. Donc elle est bien disponible sur tout ce type de support. Par contre, les moyens de contact qu'on met en face sont pas l'escalade de contact qu'on fait en face peut aussi varier en fonction du canal utilisé par le client. On ne va pas forcément lui mettre de chat, par exemple, s'il est sur mobile, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas vraiment de chat sur mobile. Mais il n'y a aucun problème d'affichage et elle marche très très bien sur mobile également. Et si je peux compléter d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir distinguer finalement l'usage mobile de l'usage plutôt desktop, donc avoir également des feedbacks différents et contextualisés en fonction du device qui est utilisé par l'utilisateur. Donc les deux sont disponibles et on a une distinction en termes de statistiques également, d'un côté mobile, de l'autre côté plutôt sur la partie desktop. On va enchaîner sur les questions. Alors, comment Sofinco administre sa connaissance au quotidien? C'est une question qui nous revient vraiment souvent chez Smart Tribune. Donc, ravi de pouvoir essayer de répondre. Alors, administrer, alors je vais essayer de décrypter aussi le terme d'administrer. Effectivement, il y a toute une démarche d'édition, de publication. Si je remonte un peu en amont sur l'administration, ça fait le lien avec l'organisation. Hein. C'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est d'aller au cœur des problématiques. Donc, déjà, l'outil, je le disais, est une ressource utile pour dire là où on a des manques, etc. Et ensuite, effectivement, c'est un travail collectif. On travaille toujours à affiner d'ailleurs cette organisation. On n'est jamais satisfait du mode de fonctionnement. Donc on pousse la limite pour effectivement être, je le disais, au plus fin des attentes, au plus réactif. Donc tout ça, c'est une orchestration. Et puis, in fine, il y a l'outil pour publier. Voilà. Je ne sais pas si tu as... Ouais, j'ajouterais juste une chose, c'est que donc on a le suivi qu'on a de la FAQ, il se fait de deux façons. On a bien sûr des remontées dans notre outil de tracking, on a Google Analytics, ça remonte dedans, mais la Smart Tribune a aussi une partie back-office où on a tout le suivi statistique. Et en fait, comment on va, dans l'administration de notre base de connaissances, ce qu'on fait au quotidien, c'est qu'on va regarder les questions pour lesquelles on a le plus d'avis négatifs, lesquelles ont le plus nécessité d'escalade de contact, et aussi toutes les recherches qui ont été effectuées et qui n'ont pas trouvé de résultat, en fait. C'est ça qui va vraiment guider, parce que l'objectif, c'est pas de traiter toutes les questions où on a eu un avis négatif, parce que quasiment toutes les questions de notre FAQ, potentiellement une personne ne l'a pas comprise, mais c'est bien de prioriser, de se dire, ok, je traite celle-là parce que 80% des avis sont négatifs, c'est vraiment celle-là que je dois traiter en priorité. Donc on fait vraiment notre top 10. Tous les mois, on essaye de répondre et d'améliorer ces questions-là ou d'ajouter de nouvelles questions à notre base de connaissances. Donc finalement, la FAQ vit et évolue au fur et à mesure de son utilisation et
son usage par les internautes. Et après, il y a des choses aussi qui guident, bien sûr, l'évolution de ce contenu de sa base de connaissances. Dès qu'on va sortir un nouvel acte de gestion sur notre espace client, on sait qu'on va devoir alimenter la FAQ parce que même si l'acte, on essaie de faire le parcours le plus simple possible, il y a des questions que va se poser le client auxquelles on n'aura même pas pensé quand on a conçu le parcours. Donc, c'est tout l'enjeu de monitorer et de suivre ce qui se passe dans la FAQ. Et peut-être la dernière question, qui résume bien d'ailleurs le webinaire et justement le self-care, quel équilibre entre automatisation et humain? Alors, je ne sais pas si je veux bien me lancer sur cette question, même si je pense qu'elle est insoluble, en tout cas de façon très, très, très fermée. C'est vraiment le sujet, en fait. Je le disais tout à l'heure, il faut être dans cette liberté, laisser au client un guidage. Et c'est une alchimie, hein, d'une certaine façon. C'est un travail permanent, c'est justement autour de cet équilibre-là. On doit tenir compte justement du contexte et toujours être plus fin dans la compréhension du contexte. Je le dis souvent, un client qui nous appellerait au téléphone pour demander l'horaire d'ouverture de telle ou telle structure, j'ai envie de dire, c'est une donnée qui n'a pas grande valeur dans une interaction. Et donc, c'est là-dessus qu'on doit hiérarchiser nos propositions sans jamais fermer. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que seul le client connaît son contexte d'utilisation. Il est dans un transport en commun. Écoutez, l'appel, ce serait sympathique, mais je suis dans une situation sociale qui ne me permet pas de... Donc, c'est tout ça qu'il faut penser. Il n'y a jamais de réponse absolue. Et il faut en permanence être dans le suivi et le pilotage. Merci pour la réponse. Et puis, on a une dernière question qui vient de se glisser. Disposez-vous d'un chatbot et est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place, que vous souhaitez mettre en place? Vas-y, on fait en collectif. À date, on n'a pas de chatbot. Techniquement, on voit l'intérêt, la solution. La problématique qu'on avait à lancer un chatbot, c'était encore une fois sur l'idée d'avoir une base de connaissances solide, en fait, d'être capable de créer des scénarios de chatbot. Sans base de connaissances, c'est très compliqué. Donc, pour nous, la Smart FAQ, la base de connaissances unifiée, c'était un moyen de récolter, d'avoir toutes les connaissances qui vont nous permettre d'alimenter un futur chatbot. C'est dans les tuyaux chez nous. Pour le moment, on n'a pas encore vraiment priorisé le sujet parce qu'on a encore pas mal de choses à optimiser sur la FAQ. On n'a pas déployé tout ce qu'on avait prévu de déployer. Et on a notamment tout ce qui est affinage de l'escalade de contact qui nous reste à faire. Mais bien sûr, dans le cadre de l'escalade de contact, il y a un moment où la question va se poser de mettre en route un chatbot pour aiguiller encore plus le client sur potentiellement pour pouvoir l'aiguiller sur les bases de connaissances qui sont à sa disposition. Et c'est vrai que, si je peux me permettre un peu de compléter la réponse, quand on démarre comme ça dans le self-care et que vraiment on démarre de zéro, comme l'a dit Valentin, c'est très important de d'abord consolider le socle qui est cette base de connaissances qui va nourrir la FAQ, de récupérer les feedbacks. On l'a vu dans les slides de Guillaume, à un moment donné, on avait les 5 motifs de contact les plus récurrents. Mettre en place la FAQ et la diffuser notamment sur les parcours permet de se rendre compte finalement des motifs qui sont difficilement automatisables. Et là où le chatbot justement va pouvoir intervenir, c'est en identifiant ces motifs qui sont difficilement automatisables et de pouvoir justement automatiser ces actions, par exemple suivre sa demande de crédit. Ça peut être un scénario intéressant qui pourra être complété d'ailleurs par l'ensemble du référentiel qui est composé de la FAQ. Donc c'est vrai que chez Smart Tribune également, et vous avez également la bonne réflexion, c'est d'abord commencer par la FAQ, la diffuser sur les parcours, récupérer les feedbacks pour mieux cerner les scénarios qu'on va pousser à travers le chatbot. C'est un peu le cheminement le plus cohérent à avoir dans le self-care. Il me semble qu'on a terminé, je pense, les questions. On a été très heureux, je pense, en tout cas, je parle au nom de l'équipe, de vous présenter ce webinaire. Si vous avez des questions en suspens, n'hésitez pas à nous solliciter. En tout cas, moi, je ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Et puis, on vous enverra le support, a priori, avec la vidéo. Donc, n'hésitez pas également à la récupérer et peut-être la diffuser en interne. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée.